La lumière du matin glissait lentement sur Seth, comme si la ville refusait encore de dévoiler les secrets qu'elle avait gardés toute la nuit. Pourtant, pour Samuel, Swazik et Ellie, il n'était plus question d'ignorer ce flou persistant. Quelque chose s'était passé après cette soirée, quelque chose d'important, mais leurs souvenirs restaient fragmentés, comme des morceaux d'un puzzle dispersés dans leur esprit encore embrumé. Samuel marchait en silence aux côtés de Swazik, observant chaque détail du paysage avec une concentration presque excessive, comme s'il espérait qu'un simple décor puisse raviver la mémoire. Ellie, elle, semblait plus nerveuse, son regard balayant constamment les alentours. Elle sentait confusément que ce qu'ils allaient découvrir dépasserait largement une simple soirée trop arrosée. Pendant ce temps, une sensation étrange s'installait entre eux, une tension sourde née de l'incertitude. Ils ne savaient pas exactement ce qu'ils cherchaient, mais ils étaient tous d'accord sur un point, leur trou de mémoire n'était pas anodin. Derrière cette nuit effacée se cachait un événement précis, un moment clé que leur esprit semblait avoir volontairement verrouillé. C'est alors que leur regard s'arrêta sur un bâtiment familier, celui-là même qui avait été photographié quelques heures plus tôt. Ellie s'immobilisa, comme frappée par une intuition soudaine. Elle pointa du doigt la structure, ses traits se crispant légèrement. Quelque chose dans cet endroit lui semblait étrangement proche, comme si elle y avait laissé une partie d'elle-même. Dans le même temps, Sylvain et Bruno apparaissaient non loin de là, occupés à des travaux anodins qui contrastaient avec la gravité de la situation. Leur présence n'était pourtant pas une coïncidence, et Samuel le comprit immédiatement. Sylvain, avec son naturel habituel, confirma ce qu'il redoutait déjà. Ils s'étaient croisés ici, en pleine nuit, alors qu'ils cherchaient désespérément une boîte de nuit. Le récit de Sylvain, ponctué de détails précis, agissait comme un déclencheur. Peu à peu, des images floues revenaient à la surface. Swazik se souvenait avoir demandé une photo d'un poisson en pleine nuit, un détail absurde qui soulignait l'état dans lequel il se trouvait. Ils étaient perdus, désorientés, et pourtant animés d'une énergie presque irréelle. À ce moment-là, Samuel sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas simplement une soirée festive qui leur échappait, mais toute une séquence d'événements dont ils ignoraient encore les conséquences. Le souvenir de la discothèque L'Abîme surgit alors, accompagné d'une sensation de vertige. C'était là, sur ce parking, que tout avait basculé. Ellie, de son côté, s'efforçait de reconstruire le fil logique de leur nuit. Elle se souvenait vaguement d'une voiture, d'un trajet improvisé, et surtout de la présence de Marceau, Diane et elle-même réunies dans une même dynamique. Ce souvenir collectif avait quelque chose d'inquiétant, comme si leur destin s'était entremêlé sans qu'ils en aient conscience. Pendant ce temps, une autre inquiétude s'insinuait doucement dans l'esprit d'Ellie. Et si quelque chose d'important se trouvait dans cette voiture? L'idée n'était pas encore claire, mais elle ressentait une certitude étrange, ils n'avaient pas simplement emprunté un véhicule par hasard. Ce détail, en apparence insignifiant, pourrait bien être la clé de toute l'énigme. Samuel, en entendant cette hypothèse, resta silencieux un instant. Il savait qu'Ellie n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives. Si elle évoquait cette possibilité, c'est qu'elle avait ressenti quelque chose de précis. Une intuition, peut-être, ou un souvenir encore trop fragile pour être formulé clairement. C'est alors qu'Ellie décida d'appeler Marceau, espérant que celui-ci pourrait combler les lacunes de leur mémoire collective. Elle composait le numéro avec une légère hésitation, comme si elle redoutait la réponse autant qu'elle la désirait. Car si Marceau se souvenait, cela signifiait que la vérité était à portée de main. Dans le même temps, ailleurs à Sète, une autre tension montait silencieusement. Karim, accompagné de Nina, arrivait au centre aéré, sans imaginer qu'il allait être confronté à une situation bien plus délicate que prévu. Milo, habituellement réservé, semblait cette fois profondément perturbé, son comportement trahissant un mal-être qu'il ne cherchait même plus à cacher. Le regard de Karim se posa immédiatement sur l'enfant, et il comprit en une fraction de seconde que quelque chose n'allait pas. Milo ne se contentait pas d'être triste ou fatigué. Il était en colère, une colère brute, incontrôlable, dirigée vers ceux qui auraient dû représenter ses repères les plus solides. Lorsque Milo laissa échapper qu'il détestait sa mère et Alex, le choc fut immédiat. Ces mots, prononcés avec une sincérité brutale, résonnèrent comme un signal d'alarme. Karim sentit une inquiétude profonde l'envahir. Il connaissait suffisamment les enfants pour savoir que de telles paroles ne surgissent jamais sans raison. À cet instant précis, il prit une décision rapide. Sans chercher à analyser davantage la situation sur le moment, il envoya un message vocal à Alex. Le ton de sa voix, grave et mesuré, traduisait l'urgence de la situation. Il ne s'agissait plus d'un simple malaise passager, mais d'un déséquilibre qui risquait de s'aggraver. Pendant ce temps, au sein de la famille Donier,
une atmosphère bien différente s'installait, mêlant soulagement et tension. William, encore marqué par les événements récents, ne cachait pas sa reconnaissance envers Sylvain. Sans son intervention, l'issue aurait pu être tragique, et cette pensée continuait de le hanter. Face à lui, Sylvain restait fidèle à lui-même, modestement embarrassé par tant de gratitude. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, il percevait lui aussi le poids des événements. Ce qu'il avait fait n'était pas anodin, et il en mesurait désormais pleinement les conséquences. Dans le même temps, Christelle, en attente de ses résultats médicaux, laissait transparaître une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. Son intuition lui soufflait que quelque chose n'allait pas, même si les paroles rassurantes de William semblaient indiquer le contraire. Ce décalage entre le ressenti et la réalité renforçait son malaise. Lorsque le diagnostic tomba enfin, la tension se relâcha légèrement. Ce n'était qu'un virus, rien de grave, mais suffisamment pour nécessiter du repos. Pourtant, même dans ce soulagement, une fragilité persistait. Comme si, dans cette ville, chaque bonne nouvelle portait en elle l'ombre d'un danger à venir. C'est alors que William, dans un élan sincère, invita les Moreno à dîner. Ce geste, simple en apparence, symbolisait bien plus qu'un remerciement. Il traduisait un besoin de se rapprocher, de renforcer les liens après avoir frôlé le pire. Dans ce moment suspendu, chacun semblait vouloir croire que tout pouvait redevenir normal. Mais en réalité, rien n'était vraiment normal. Car ailleurs, sur un parking oublié et dans les souvenirs fragmentés de trois amis, une vérité attendait encore d'être révélée, prête à bouleverser bien plus que leur simple perception de cette nuit. Pendant ce temps, une tension plus intime se jouait loin de cette enquête improvisée. Sur la plage, Alex avançait d'un pas hésitant, le regard fixé sur Sonia. Le bruit des vagues semblait couvrir les mots qu'il n'arrivait pas encore à formuler, comme si la mer elle-même refusait d'entendre ce qu'il s'apprêtait à dire. Sonia, quant à elle, observait l'horizon avec une distance troublante. Elle savait pourquoi Alex était venu, elle sentait son inquiétude avant même qu'il ne prononce un mot. Pourtant, elle restait figée dans une posture défensive, comme si chaque conversation avec lui risquait de rouvrir une blessure qu'elle avait mis des années à contenir. Lorsqu'Alex évoqua Milo, sa voix se brisa légèrement. Il n'avait jamais été aussi direct, jamais aussi inquiet. Le comportement de l'enfant n'était plus une simple phase, mais le symptôme d'un déséquilibre profond. Sonia baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard chargé de responsabilités qu'elle ne voulait pas assumer. Dans le même temps, elle tenta de minimiser la situation, affirmant que Milo finirait par aller mieux, qu'il devait simplement traverser cette période. Mais derrière ces paroles, une autre vérité se cachait. Elle savait que son mensonge, maintenu pendant 9 longues années, avait créé une fracture impossible à ignorer. Cette culpabilité silencieuse pesait sur chacun de ses gestes. Elle avait construit toute une réalité pour protéger son fils, mais aujourd'hui, cette illusion se fissurait dangereusement. Alex, en face d'elle, représentait à la fois la solution et le problème, celui qui pouvait réparer ou détruire définitivement cet équilibre fragile. Au même moment, un peu plus loin sur cette même plage, Judith marchait aux côtés de Jordan. Leur promenade, censée être anodine, prenait une tournure inattendue. Judith parlait, mais son esprit semblait ailleurs, comme si une intuition persistante refusait de la quitter. Lorsqu'elle aperçut Alex et Sonia enlacés, le temps sembla se suspendre. Son regard se figea, ses pensées se précipitèrent. Elle comprit immédiatement que ce geste n'était pas anodin, qu'il dépassait largement le simple réconfort évoqué par son père. Une vérité enfouie venait de remonter à la surface. Jordan tenta de la retenir, sentant que cette confrontation ne mènerait qu'à un choc brutal. Mais Judith, déterminée, ne voulait plus reculer. Elle avait grandi dans un environnement où les secrets finissaient toujours par éclater, et elle refusait d'être une fois de plus tenue à l'écart. C'est alors qu'elle s'approcha d'Alex, son regard chargé d'une exigence qu'il ne pouvait plus esquiver. Elle ne cria pas, ne laissa pas éclater sa colère. Au contraire, sa voix resta froide, presque maîtrisée, mais cette retenue rendait la situation encore plus pesante. Elle voulait la vérité, et rien d'autre. Alex tenta d'abord de maintenir son mensonge. Il évoqua une cliente en détresse, un simple moment de compassion. Mais ces mots manquaient de conviction, et Judith le sentit immédiatement. Elle connaissait son père, ses hésitations, ses silences. Et ce qu'elle voyait devant elle ne correspondait pas à une simple explication. Dans le même temps, une pression silencieuse s'installait entre eux. Judith n'était plus une enfant que l'on pouvait distraire ou rassurer avec des demi-vérités. Elle avait appris à observer, à analyser, et elle percevait chaque fissure dans le discours d'Alex. Cette fois, il ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement. C'est alors qu'elle prononça une menace qui changea tout.
Elle évoqua Chloé, sa mère, et la possibilité de lui révéler ce qu'elle venait de voir. Ce simple nom agit comme un déclencheur. Alex sentit le piège se refermer, conscient qu'il ne pouvait plus reculer sans aggraver la situation. À ce moment-là, quelque chose céda en lui. Le poids des années, des mensonges, des décisions évitées, tout remonta à la surface. Il inspira profondément, comme pour rassembler le courage qui lui avait toujours manqué. Puis, enfin, il parla. Il expliqua sa rencontre avec Sonia, remontant à une période où son couple avec Chloé était brisé. À l'époque, il cherchait un équilibre, un sens, sans imaginer les conséquences de cette relation. Ce qu'il avait vécu n'était pas un simple écart, mais le début d'une histoire qu'il n'avait jamais vraiment assumée. Lorsque le nom de Milo fut prononcé, Judith sentit son cœur se serrer. Elle comprit immédiatement la portée de cette révélation. Alex ne parlait pas d'un enfant comme les autres. Il parlait de son fils, d'un lien biologique qu'il n'avait jamais officiellement reconnu. Cette vérité, longtemps cachée, éclata alors dans toute sa brutalité. Alex n'avait pas fait de test, mais les dates ne laissaient aucun doute. Milo était son enfant. Cette simple phrase suffisait à bouleverser toute la structure familiale, à remettre en question des années de vie commune. Dans le même temps, Alex précisa que Sonia souhaitait qu'il garde ses distances. Cette demande, en apparence protectrice, révélait en réalité une peur profonde. Elle craignait que la vérité ne détruise tout, que l'équilibre fragile construit autour de Milo ne s'effondre sous le poids des révélations. Judith resta silencieuse un instant, absorbant chaque mot, chaque détail. Ce qu'elle venait d'apprendre dépassait largement ses attentes. Ce n'était pas simplement un secret, mais une réalité capable de redéfinir son identité, sa place au sein de sa propre famille. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Swazik vivait une expérience tout aussi troublante. Au volant de sa voiture, elle tentait de reprendre le contrôle après une journée déjà chargée d'émotions. Mais une présence derrière elle attira rapidement son attention. Au début, ce n'était qu'une impression, un simple doute. Une voiture qui semblait la suivre, qui restait dans son angle mort, trop persistante pour être ignorée. Son cœur accéléra légèrement, sans qu'elle puisse encore expliquer pourquoi. Puis, tout s'enchaîna brusquement. Le véhicule se rapprocha, trop vite, trop près. Le choc fut brutal, inattendu, comme une rupture soudaine dans la normalité. Swazik serra le volant, tentant de garder le contrôle, tandis que l'adrénaline envahissait son corps. Dans cet instant suspendu, elle appela Samuel. Sa voix, tremblante mais lucide, traduisait la peur qu'elle ressentait. Elle n'était pas simplement victime d'un accident. Elle en était convaincue. Ce geste était volontaire, calculé, destiné à lui envoyer un message. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, le silence autour d'elle devint presque oppressant. Elle sortit de la voiture, le regard balayant les environs, espérant apercevoir une présence, un indice, quelque chose qui donnerait un sens à ce qu'elle venait de vivre. Mais il n'y avait rien. Aucun témoin, aucune trace évidente. Seulement cette sensation persistante d'avoir été observée, suivie, ciblée. Cette absence de réponse rendait la situation encore plus inquiétante, comme si celui qui l'avait attaquée avait déjà disparu dans l'ombre. Dans le même temps, Samuel, au téléphone, tentait de la rassurer, mais lui-même comprenait la gravité de la situation. Ce n'était plus une simple reconstruction de souvenirs. Quelqu'un était désormais impliqué, quelqu'un qui n'hésitait pas à passer à l'action. Lorsque Swazik reprit la route, une certitude s'imposa à elle. On ne cherchait pas à la blesser physiquement, pas encore. On voulait l'effrayer, la déstabiliser, la pousser à reculer. Mais reculer sur quoi? Cette question restait sans réponse, mais elle savait qu'elle était désormais au cœur de quelque chose de bien plus dangereux. Et tandis que la nuit commençait à tomber sur Seth, chaque personnage avançait, sans le savoir, vers une vérité commune. Une vérité faite de secrets, de mensonges et d'un élément inattendu qui allait bientôt tout faire basculer. Un sac rempli d'argent, dont personne ne mesurait encore les conséquences. Dans le même temps, une tension sourde continuait de s'installer autour de Marceau, sans qu'il en mesure encore toute l'ampleur. Lorsqu'Ellie et Samuel arrivèrent enfin chez lui, l'atmosphère semblait étrangement calme, presque trop calme pour quelqu'un qui avait partagé avec eux une nuit aussi chaotique. Marceau les accueillit avec une certaine confusion, comme si leur présence réveillait en lui des fragments de souvenirs qu'il avait préféré ignorer. Son regard se posa tour à tour sur Ellie puis sur Samuel, cherchant à comprendre ce qu'ils attendaient exactement de lui, comme si les réponses se trouvaient quelque part dans ses propres silences. Très vite, Samuel remarqua un détail qui fit vaciller son assurance. Un sac posé non loin, discret mais pourtant familier. Le mot « Hydrasport » inscrit dessus réveilla instantanément une image floue dans son esprit. Il se souvenait de Marceau, ce soir-là, avec ce même sac en bandoulière.
Cette découverte, loin d'apporter une réponse, ne fit qu'ajouter à la confusion. Si le sac était déjà là, intact, cela signifiait que leur souvenir était incomplet, voire trompeur. Samuel sentit une frustration grandir en lui. Ils étaient proches de comprendre, mais quelque chose leur échappait encore. Ellie, de son côté, observait la scène avec une intensité particulière. Elle ne se contentait pas de regarder, elle analysait, cherchait des incohérences, des indices invisibles. Elle savait que leur mémoire n'était pas fiable, et que la vérité devait être reconstruite autrement, à partir de détails concrets. C'est alors que Marceau, presque malgré lui, commença à replonger dans ses souvenirs. Sa voix, hésitante au début, gagnait peu à peu en assurance. Il évoqua la paillote, la fatigue, l'envie de se poser quelque part après avoir erré sans but précis dans la nuit. À ce moment-là, une image plus nette surgit dans son esprit. Il s'était installé sur des transats, cherchant simplement un endroit pour se reposer. Mais ce repos n'avait été qu'une transition, un moment suspendu avant que tout ne bascule. Car très vite, l'ennui ou la curiosité les avait poussés à bouger à nouveau. Ils avaient pénétré dans la réserve de la paillote, sans véritable raison, guidés par une impulsion presque inconsciente. Ce geste, anodin en apparence, marquait en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus important. Dans le même temps, Ellie sentit son cœur s'accélérer. Elle comprenait que ce moment précis était crucial. Elle fixa Marceau, comme pour l'encourager à aller plus loin, à ne pas s'arrêter maintenant. Elle savait que la vérité était là, juste à portée de mémoire. Marceau inspira profondément, comme s'il devait franchir une barrière invisible. Puis il décrivit le moment où il avait ouvert son sac. Un geste simple, mécanique, qu'il avait probablement fait sans réfléchir. Et pourtant, ce geste allait changer leur perception de toute cette nuit. Lorsqu'il évoqua le contenu du sac, le silence s'installa immédiatement dans la pièce. Des centaines de billets, une somme colossale, impossible à ignorer, impossible à expliquer par hasard. Ces mots résonnaient comme une évidence brutale. Samuel sentit une tension immédiate dans son corps. Ce n'était plus une simple énigme, mais une situation dangereuse. L'argent n'apparaît jamais sans raison, et encore moins dans un contexte aussi flou. Chaque détail prenait désormais une nouvelle dimension. Ellie, quant à elle, resta figée un instant. Elle se souvenait maintenant. La surprise, l'excitation, l'incrédulité. Et surtout, cette phrase que Marceau avait prononcée avec une spontanéité presque enfantine, « Ils étaient riches ». Une phrase qui, sur le moment, avait semblé irréelle. Mais avec le recul, cette exclamation prenait un sens bien différent. Ce n'était pas une opportunité, mais un piège potentiel. Un piège dans lequel ils étaient entrés sans même s'en rendre compte. Ellie sentit une inquiétude grandir en elle, une intuition difficile à ignorer. Dans le même temps, Samuel tentait de garder une certaine lucidité. Il savait que leur état ce soir-là pouvait altérer leur perception. Peut-être avait-il mal interprété la situation. Peut-être que cet argent appartenait à quelqu'un qui allait bientôt le réclamer. Mais une autre possibilité, plus sombre, s'imposait également. Et si cet argent était lié à quelque chose d'illégal? Un vol, un trafic, ou pire encore? Cette idée fit naître une tension nouvelle, plus lourde, plus concrète. Pendant ce temps, Marceau semblait osciller entre excitation et inquiétude. Une part de lui revivait encore ce moment comme une découverte incroyable, presque euphorique. Mais une autre part commençait à comprendre les conséquences possibles de cette situation. Ellie, incapable de contenir ses pensées, formula enfin la question qui la hantait depuis le début. Et si l'argent n'était pas arrivé par hasard dans ce sac? Et si ce sac n'était pas réellement celui de Marceau, mais celui de quelqu'un d'autre? Cette hypothèse, en apparence simple, changeait tout. Elle remettait en question leur rôle dans cette histoire. Ils n'étaient peut-être pas de simples témoins, mais des acteurs involontaires d'un événement qui les dépassait complètement. Dans le même temps, Samuel repensa à la voiture évoquée plus tôt. Ce véhicule qu'il n'avait peut-être pas rendu à la bonne personne. Ce détail, jusque-là secondaire, devenait soudain central. Et si tout était lié? Une connexion commençait à se dessiner. La voiture, le sac, l'argent. 3 éléments distincts, mais qui formaient désormais une seule et même intrigue. Une intrigue dont il ne maîtrisait ni les règles, ni les conséquences. Marceau, en prenant conscience de cette possibilité, sentit un frisson le parcourir. Il réalisa que leur découverte n'était pas seulement inattendue, mais potentiellement dangereuse. Quelqu'un, quelque part, devait chercher cet argent. Et cette personne ne serait probablement pas prête à abandonner aussi facilement. Cette pensée transforma l'excitation initiale en une inquiétude palpable. Marceau n'était plus face à une opportunité, mais à une responsabilité qu'il n'avait jamais demandée.
Dans le même temps, Ellie prit une décision intérieure. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il savait. Continuer à avancer sans comprendre serait trop risqué. Il devait reconstituer chaque détail, chaque moment, pour éviter de commettre une erreur irréversible. Samuel acquiesça silencieusement. Il comprenait que la situation venait de franchir un seuil critique. Ce n'était plus une simple enquête personnelle, mais une affaire qui pouvait avoir des conséquences bien plus larges. Et alors que le silence retombait entre eux, chacun prit conscience de la même chose. Leur nuit d'oubli venait de se transformer en un point de départ. Un point de départ vers une vérité encore plus inquiétante, où chaque réponse risquait d'amener une question encore plus dangereuse. À ce moment-là, la tension ne cessait de croître autour de Swazik, comme si l'incident de la voiture n'était qu'un avertissement parmi d'autres. Assise face à Samuel au hall, elle tentait de reprendre contenance, mais ses gestes trahissaient une nervosité qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Samuel, attentif aux moindres détails, la laissait parler sans l'interrompre. Il savait que la peur avait besoin de s'exprimer avant de pouvoir être comprise. Swazik décrivit l'accident, la voiture qui la suivait, puis ce choc brutal, sans logique apparente. Chaque mot qu'elle prononçait renforçait l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un simple hasard. Dans le même temps, elle tentait de rationaliser, de trouver une explication plausible. Peut-être un conducteur distrait, peut-être une coïncidence malheureuse. Mais au fond d'elle, une certitude persistait. Quelqu'un cherchait à l'atteindre, à la déstabiliser, à lui faire peur sans aller jusqu'à la blesser. Samuel, en l'écoutant, sentit un lien se former avec ce qu'il venait de découvrir. Le sac, l'argent, la voiture. Tout semblait désormais connecté, comme si une même force invisible tirait les ficelles de plusieurs événements à la fois. Cette coïncidence devenait trop précise pour être ignorée. Pendant ce temps, Swazik prenait conscience que sa vie venait peut-être de basculer. Elle n'était plus seulement témoin d'une situation étrange, mais potentiellement une cible. Cette idée s'imposa à elle avec une brutalité inattendue, la forçant à revoir chaque détail de ses actions récentes. Dans le même temps, ailleurs, Judith restait figée face à Alex, encore sous le choc de la révélation qu'elle venait d'entendre. Le vent marin balayait la plage, mais elle ne ressentait plus rien, comme si ses émotions avaient été suspendues dans un espace hors du temps. Elle repensait aux années passées, à chaque moment partagé avec son père, à cette image solide qu'elle avait construite de lui. Et soudain, tout vacillait. Alex n'était plus seulement son père, mais aussi l'homme qui avait caché une vérité aussi lourde pendant près d'une décennie. Dans le même temps, une colère froide s'installait en elle. Pas une explosion immédiate, mais une déception profonde, difficile à contenir. Elle ne comprenait pas seulement le mensonge, mais aussi le silence, cette décision de ne jamais lui faire confiance. Alex, face à elle, tentait de trouver les mots justes. Mais chaque phrase semblait insuffisante, comme si aucune explication ne pouvait réellement combler le fossé qui venait de se creuser entre eux. Il réalisait trop tard que ce qu'il avait voulu protéger risquait maintenant de tout détruire. Dans le même temps, Judith prenait une décision intérieure. Elle ne pouvait pas garder ce secret indéfiniment. La vérité appartenait aussi à sa mère, à leur famille entière. Cette pensée la traversa avec une évidence douloureuse, la plaçant face à un choix impossible. Elle savait que révéler cette information aurait des conséquences irréversibles. Mais se taire reviendrait à devenir complice d'un mensonge qu'elle refusait désormais d'accepter. Cette lutte intérieure la laissait immobile, incapable de trancher immédiatement. Pendant ce temps, à la paillote, le souvenir du sac continuait de hanter Marceau, Diane et Ellie. L'excitation initiale avait laissé place à une inquiétude plus concrète. Il ne parlait plus de richesse, mais de responsabilité, voire de danger. Diane, jusqu'ici plus discrète, commençait elle aussi à mesurer la gravité de la situation. Elle observait Marceau avec une attention nouvelle, cherchant à comprendre s'il réalisait vraiment ce qui leur arrivait. Ce n'était plus un jeu, ni une simple aventure nocturne. Dans le même temps, Marceau oscillait entre deux états. Une part de lui restait fascinée par cette découverte incroyable, presque irréelle. Mais une autre part, plus lucide, commençait à envisager les conséquences. Cet argent appartenait forcément à quelqu'un. Et cette personne, tôt ou tard, chercherait à le récupérer. Cette pensée s'imposa à lui comme une évidence brutale. Il n'était pas préparé à gérer une telle situation, et encore moins à en assumer les risques. Ellie, quant à elle, restait la plus pragmatique. Elle savait que leur seule option était de comprendre. Ignorer le problème ne ferait que l'aggraver. Chaque minute passée sans réponse augmentait le danger potentiel. Dans le même temps, elle repensa à la nuit, au visage croisé, à cet homme mentionné vaguement dans leurs souvenirs. Quelqu'un les avait vus, quelqu'un savait qu'ils étaient là. Ce détail, presque oublié, prenait maintenant une importance capitale. Samuel, en reliant ces éléments, sentit une tension nouvelle se former.
Ce n'était plus seulement une question d'argent, mais de témoins, de traces laissées derrière eux. Leur présence n'était pas passée inaperçue, et cela changeait tout. Pendant ce temps, la vie continuait à Seth, presque normalement. William et Aurore, entourés des Moreno, tentaient de profiter d'un moment de répit. Le week-end en Thalasso offert représentait une parenthèse bienvenue, un moyen de remercier et d'oublier les tensions récentes. Mais même dans ce moment de gratitude, une fragilité persistait. Aurore observait William avec une distance qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Quelque chose s'était fissuré entre eux, une comparaison implicite, une remise en question silencieuse. Dans le même temps, William tentait de masquer ses propres doutes. Il voulait croire que tout allait bien, que la situation était sous contrôle. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait, alimentée par les événements récents et les tensions qui ne cessaient de s'accumuler. À cet instant, plusieurs histoires avançaient en parallèle, chacune portant en elle une part de vérité. Mais toutes semblaient converger vers un même point, une même origine encore floue. Et tandis que la nuit retombait doucement sur Seth, une certitude s'imposait peu à peu à chacun. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas un simple hasard. C'était le début d'un engrenage, une mécanique invisible qui allait bientôt les dépasser. Car quelque part, dans l'ombre, quelqu'un attendait. Et ce quelqu'un n'avait probablement aucune intention de laisser disparaître des millions d'euros sans réagir. Pendant ce temps, la nuit enveloppait à nouveau Seth, mais cette obscurité semblait désormais porter une tension différente, presque palpable. Chez Marceau, le silence s'était installé après les révélations, comme si chacun avait besoin de digérer ce qu'il venait de comprendre. Pourtant, ce calme apparent ne faisait que masquer une inquiétude grandissante. Marceau restait immobile, le regard perdu dans le vide, incapable de détacher son esprit de cette image obsédante, le sac ouvert, rempli de billets. Ce moment, qu'il avait d'abord perçu comme une chance inespérée, lui apparaissait désormais comme une erreur irréversible, un point de non-retour. Dans le même temps, Diane observait la scène avec une lucidité nouvelle. Elle comprenait que leur situation ne relevait plus du hasard. Ce sac, cet argent, tout indiquait qu'ils avaient mis la main sur quelque chose qui ne leur appartenait pas, quelque chose que quelqu'un chercherait inévitablement à récupérer. Ellie, quant à elle, ne cessait de réfléchir, tentant de structurer les éléments qu'ils possédaient déjà. La voiture, le parking de l'abîme, la réserve de la paillote. Chaque détail formait un chemin, un fil conducteur qu'elle s'efforçait de suivre pour éviter qu'il ne s'égare davantage. À ce moment-là, une idée s'imposa à elle avec une clarté brutale. Et si tout avait été observé? Si quelqu'un avait vu Marceau ouvrir ce sac, vu leur réaction, compris qu'il détenait désormais cet argent? Cette simple hypothèse fit naître un frisson dans la pièce. Samuel, en entendant cette réflexion, sentit une tension immédiate l'envahir. Il savait qu'elle n'exagérait pas. Dans ce genre de situation, le hasard n'existe pas vraiment. Si cet argent circulait, c'est qu'il était lié à des personnes capables de le surveiller, de le protéger, voire de le réclamer par la force. Dans le même temps, Marceau réalisa qu'il ne pouvait plus rester passif. Garder cet argent n'était pas seulement risqué, c'était dangereux. Mais s'en débarrasser sans comprendre son origine l'était tout autant. Chaque option semblait mener à une impasse. Diane tenta alors de ramener un semblant de rationalité. Elle proposa de réfléchir à ce qu'ils avaient réellement fait cette nuit-là, étape par étape, sans laisser les émotions prendre le dessus. Mais même cette approche méthodique se heurtait à une réalité simple, leur mémoire restait incomplète. Pendant ce temps, ailleurs à Seth, Swazik rentrait chez elle avec une sensation persistante d'être observée. L'incident de la voiture ne quittait pas son esprit. Chaque rétroviseur, chaque bruit, chaque ombre semblait désormais suspecte. En entrant chez elle, elle prit quelques secondes pour respirer, tentant de se convaincre que tout était terminé. Mais cette impression ne dura pas. Une angoisse diffuse continuait de l'accompagner, comme un signal intérieur qu'elle ne pouvait plus ignorer. Dans le même temps, elle repensa à sa conversation avec Samuel. Le lien entre ce qu'il vivait et l'argent découvert devenait de plus en plus évident. Elle ne savait pas encore comment, mais elle sentait qu'elle était impliquée, bien malgré elle, dans quelque chose de plus vaste. Samuel, de son côté, restait plongé dans ses pensées. Il analysait chaque élément, chaque détail, essayant de construire une vision cohérente de la situation. Mais plus il avançait, plus l'ensemble lui semblait complexe. Il repensa à Swazik, à sa peur, à cette attaque qui n'en était peut-être pas vraiment une. Ce n'était pas une tentative de blessure, mais un message. Une manière de dire qu'ils étaient observés, surveillés, et que leurs actions avaient des conséquences. Dans le même temps, une autre inquiétude surgit. Et si ce message ne s'adressait pas uniquement à Swazik? Et si c'était un avertissement destiné à tous ceux qui avaient été présents cette nuit-là?
Cette idée renforça encore la gravité de la situation. Pendant ce temps, à la maison d'Alex, une atmosphère lourde s'installait lentement. Judith, enfermée dans ses pensées, n'arrivait pas à trouver la paix. La révélation sur Milo continuait de résonner en elle, comme une onde de choc qui refusait de s'atténuer. Elle repensait à chaque détail, chaque mot prononcé par son père, essayant de comprendre comment une telle vérité avait pu rester cachée si longtemps. Mais au-delà de la surprise, c'était la confiance qui était ébranlée. Dans le même temps, elle savait qu'elle ne pourrait pas garder ce secret indéfiniment. Cette idée la poursuivait, la forçant à envisager les conséquences de ses choix. Dire la vérité ou la taire. Aucune option ne semblait réellement supportable. Alex, de son côté, ressentait pleinement le poids de ses décisions passées. Il savait que le plus difficile restait à venir. La réaction de Judith n'était qu'un début. La véritable épreuve serait d'affronter Chloé, de lui avouer ce qu'il avait caché pendant tant d'années. Dans le même temps, Sonia, seule face à elle-même, prenait conscience que la situation lui échappait. Elle avait voulu protéger Milo, préserver une forme d'équilibre. Mais aujourd'hui, ce choix se retournait contre elle, menaçant de tout détruire. Elle comprenait que le silence n'était plus une solution. Mais parler signifiait accepter les conséquences, affronter les regards, les jugements, et surtout, la colère d'un enfant déjà fragile. Pendant ce temps, chez Marceau, une décision commençait à prendre forme, lentement mais sûrement. Il ne pouvait plus se contenter de subir. Il fallait agir, trouver des réponses avant que quelqu'un d'autre ne vienne les chercher. Ellie proposa alors une idée simple, mais essentielle. Revenir sur les lieux, de nuit, au moment exact où tout s'était produit. Recréer les conditions, raviver les souvenirs, forcer la mémoire à céder. Samuel acquiesça immédiatement. Il comprenait que cette démarche était risquée, mais nécessaire. Il ne pouvait pas avancer dans l'ombre, pas avec une telle somme d'argent en jeu. Dans le même temps, Marceau sentit une peur nouvelle l'envahir. Revenir là-bas signifiait affronter la réalité, peut-être même croiser ceux à qui appartenait cet argent. Mais refuser d'y aller serait encore pire. Diane, malgré ses doutes, accepta également. Elle savait que rester dans l'incertitude était la pire des options. Mieux valait affronter le danger que de l'attendre passivement. Ainsi, une décision collective se forma, silencieuse mais déterminée. Ils allaient retourner à la paillote, replonger dans cette nuit qui leur échappait encore. Et alors que chacun quittait la pièce avec ses propres pensées, une certitude s'imposait. Ce qu'ils allaient découvrir ne serait pas sans conséquences. Car certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus jamais être ignorées. À ce moment-là, la nuit semblait plus dense que les précédentes, comme si Seth elle-même retenait son souffle face à ce qui allait se jouer. Marceau, Diane, Ellie et Samuel se retrouvèrent une nouvelle fois ensemble, mais rien n'était plus comme avant. Ce qui les unissait désormais n'était plus une simple soirée partagée, mais un secret lourd de conséquences. Leur retour vers la paillote se fit dans un silence inhabituel. Aucun d'eux n'osait réellement exprimer ses pensées, mais tous ressentaient la même appréhension. Revenir sur les lieux signifiait affronter ce qu'ils avaient ignoré jusque-là, et peut-être découvrir une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Dans le même temps, chaque détail du décor prenait une importance nouvelle. Les transats, la réserve, le parking. Tout semblait chargé d'une tension invisible. Ellie avançait lentement, observant chaque recoin, comme si elle cherchait une trace laissée par leur passage. Samuel, quant à lui, restait en retrait, analysant les lieux avec une rigueur presque méthodique. Il essayait de reconstruire la chronologie, de replacer chaque événement dans un ordre logique. Mais malgré ses efforts, une pièce essentielle manquait encore au puzzle. C'est alors que Marceau s'arrêta brusquement. Une sensation familière venait de le traverser, comme un souvenir qui cherchait à émerger. Il regarda autour de lui, fixant un point précis, tentant de saisir cette impression fugace avant qu'elle ne disparaisse à nouveau. Dans le même temps, Diane comprit que quelque chose venait de changer. Elle s'approcha légèrement, sans parler, laissant à Marceau l'espace nécessaire pour se reconnecter à ce moment précis. Elle savait que la mémoire ne pouvait pas être forcée, seulement accompagnée. Peu à peu, les images revinrent. La fatigue, le rire, l'inconscience, puis cette entrée dans la réserve, presque anodine. Mais cette fois, le souvenir ne s'arrêtait pas là. Quelque chose d'autre apparaissait, plus flou, mais plus important. Marceau fronça les sourcils, concentré. Il se souvenait d'une présence, d'un mouvement, peut-être même d'un regard. Quelqu'un était là, pas avec eux, mais suffisamment proche pour les observer. Cette prise de conscience fit naître une tension immédiate. Ellie sentit son cœur s'accélérer. Cette confirmation donnait un sens à toutes leurs inquiétudes. Ils n'étaient pas seuls cette nuit-là. Et si quelqu'un les avait vus, alors cette personne savait aussi ce qu'ils avaient trouvé.
Samuel, en entendant cela, resta silencieux un instant. Il comprenait immédiatement les implications. L'argent n'était pas perdu, ni abandonné. Il appartenait à quelqu'un qui avait probablement suivi toute la scène. Dans le même temps, un doute plus profond s'installa. Et si ce sac n'avait jamais été destiné à rester là? Et s'il l'avait pris sans le savoir, devenant ainsi les porteurs involontaires d'un problème bien plus grave? Diane, malgré sa volonté de rester rationnelle, sentit une peur nouvelle l'envahir. Cette situation dépassait désormais leur capacité de contrôle. Ce n'était plus une question de choix, mais de conséquences. Pendant ce temps, ailleurs à Seth, Swazik ne trouvait pas le sommeil. Chaque bruit, chaque mouvement dans la nuit semblait amplifier son anxiété. L'incident de la voiture continuait de résonner en elle comme un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. Elle repensait à tout ce qui s'était enchaîné, à la rapidité avec laquelle sa vie avait basculé. Et une question persistait, pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Cette interrogation restait sans réponse, mais elle sentait qu'elle était liée à quelque chose de plus vaste. Dans le même temps, Samuel, présent à la paillote, ressentait une connexion évidente entre les événements. Swazik n'était pas une cible au hasard. Elle faisait partie du même cercle, du même moment, du même secret. Cette conclusion, bien que logique, renforçait la gravité de la situation. Ils n'étaient plus simplement impliqués. Ils étaient exposés, et cette exposition pouvait avoir des conséquences imprévisibles. Pendant ce temps, chez Alex, une autre forme de tension s'installait. Judith, incapable de trouver le repos, fixait le plafond, perdue dans ses pensées. La révélation qu'elle portait en elle était devenue trop lourde pour être ignorée. Elle savait que le lendemain changerait tout, que ce qu'elle avait appris ne pouvait rester secret éternellement. Et cette certitude la plongeait dans une forme d'angoisse qu'elle ne parvenait pas à apaiser. Alex, de son côté, ressentait cette distance nouvelle entre eux. Il savait qu'il avait franchi une limite, qu'il avait brisé quelque chose de précieux. Mais il ignorait encore comment réparer ce lien, comment regagner la confiance qu'il avait perdue. Dans le même temps, Sonia, isolée dans ses propres pensées, comprenait que le temps des décisions approchait. Elle ne pouvait plus contrôler la situation. La vérité, qu'elle le veuille ou non, allait émerger. Pendant ce temps, à la paillote, le groupe faisait face à une évidence qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils avaient trouvé quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et quelqu'un, quelque part, allait forcément venir le récupérer. Ellie regarda les autres, consciente que ce moment marquait un tournant. Ce qu'ils allaient décider maintenant définirait la suite. Fuir, cacher, rendre, chaque option comportait un risque. Samuel prit une inspiration profonde. Il savait que le temps jouait contre eux. Attendre ne ferait qu'aggraver la situation. Il devait agir, mais agir comment? Cette question restait suspendue entre eux. Marceau, lui, regardait le sac comme on regarde un objet étranger, presque dangereux. Ce qui lui avait semblé être une chance était devenu une menace. Et il comprenait enfin que certaines découvertes ne sont jamais innocentes. Dans le même temps, une certitude s'imposa à chacun. Leur vie ne serait plus la même après cette nuit. Trop de choses avaient été révélées, trop de liens avaient été créés. Et tandis que le silence retombait une dernière fois sur la paillote, une vérité se dessinait clairement. Ce sac d'argent n'était pas une fin, mais un début. Le début d'une histoire où chaque choix aurait un prix, et où chaque erreur pourrait se payer cher.